Bonjour Stéphane Gatignon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes plus maire, vous avez démissionné cette semaine. Vous étiez maire de Sevran, maire depuis 2001. On va plonger dans Sevran. Sevran en Seine-Saint-Denis, 50 000 habitants, 30% de moins de 20 ans, 17% de taux de chômage. Et vous poussez au fond un cri d'alarme cette semaine avec cette démission. Vous étiez maire depuis 2001. Pourquoi vous démissionnez? Pourquoi maintenant? Déjà, vous l'avez dit, 17 ans. Il y a un moment, quand t'es maire, vous savez, c'est certainement le plus beau mandat qui existe. C'est celui qui est le plus proche de la population. Vous pouvez faire beaucoup de choses, etc. Mais en même temps, c'est aussi celui le plus dur. Parce que justement, vous êtes le plus proche de la population. Vous devez gérer énormément de choses. On a demandé ces dernières années de plus en plus de choses aux maires à faire à la fois au niveau institutionnel, mais aussi en charge par rapport à la société sur les questions. C'est trop. Je pense que c'est trop. La question aujourd'hui, je pense que pour être dans cette société et réussir à réguler la société, il faut que chacun ait un rôle clairement défini. Et que finalement, la confusion des rôles fait que le maire aujourd'hui se retrouve avec faut tout faire, quoi. Voilà, quasiment les communes deviennent presque des petites républiques autonomes où tu dois gérer les affaires des gens de 7 à 77 ans, les questions de relations, les questions autour des questions de police, des questions de trafic, le montage. Nous, on monte les gares, t'es au milieu du truc pour monter les gares avec le métro du Grand Paris avec tout le monde. Mais vous l'avez vu monter progressivement, ça. Pourquoi aujourd'hui vous dites stop? Parce que je pense qu'il y a une crise politique profonde en France. Une crise des institutions, une crise politique. Je pense que la classe politique, les partis politiques répondent plus forcément. Et non plus la vision de la société. Et quelle société on construit en fait autour de ça, c'est cela. Et donc à un moment, il faut quand même sur le terrain qu'il y ait des réponses qui se... Ça s'est séparé, ça s'est déconnecté, oui, vous avez le sentiment d'être complètement livré à vous-même? Il y a de plus en plus de déconnexion, à la fois de la part du personnel politique qui est en haut, c'est-à-dire des gouvernants. On le voit bien aujourd'hui, et c'est ce que je dis, il y a un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des ministres, on a un président de la République qui représente quelque part quand même la banlieue, parce que cette ouverture, en tout cas dans le discours qu'il a eu, cette ouverture, cette vision de la société ouverte correspond à la situation en banlieue. Et je les soutiens, je l'ai soutenu, je soutiens toujours, il n'y a pas de question. Après, on va voir les positions qu'il va prendre bientôt, on y verra un peu plus clair. Mais il y a cette déconnexion qui existe avec la classe politique. On a éliminé en gros le vieux monde, quelque part, en classe politique. Qu'est-ce qui le remplace? Aujourd'hui, on a des gens qui ne connaissent pas notre réalité et qui ont une incompréhension avec ce qu'est la banlieue. Et vous ajoutez à ça un corps technocratique, notamment une haute administration, mais aussi un peu partout, avec une vision de il faut quand même faire tourner le pays, ce qui est normal, mais qui se déconnecte aussi de la réalité de terrain, et c'est extrêmement compliqué. C'est déshumanisé? Il y a une forme de bureaucratie qui s'est créée. On a fait des réunions, tout ça est raconté en ce moment, tout le monde. Vous racontez un épisode, et c'est vrai que j'aimerais bien que vous puissiez le partager avec les téléspectateurs aujourd'hui. Vous racontez un épisode où vous avez attendu, avec d'autres maires, la venue de Jacques Mézard, qui est chargé au gouvernement justement de la cohésion des territoires. Vous l'attendiez d'ailleurs avec Julien Denormandie, qui lui est chargé du logement. Julien Denormandie est tout simplement pas venu. Jacques Mézard est venu avec 1 heure de retard. Vous dites avec son chien, nous écoutant à peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Au-delà de l'anecdote, moi j'ai rien contre. Oui, mais on sent bien. Quand même à le dire parce on sent bien, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, parce que depuis que vous avez démissionné, je tiens à le dire aussi aux téléspectateurs, depuis que vous avez démissionné, d'autres maires de tous bords politiques, de droite comme de gauche, de maires de banlieue, ça a en quelque sorte libéré leur parole, et ils se disent très solidaires de votre démarche, et ils font le même constat que vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation avec le gouvernement? Qu'est-ce qui s'est joué? Oui, je crois que c'est là. Pour nous, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est engagé depuis septembre, octobre, maintenant, enfin depuis l'été dernier, dans un mouvement qui était le mouvement des États généraux de la ville, où on est un certain nombre de maires, d'élus, de différents bords, comme vous avez dit, c'est-à-dire il y a les maires LR, centristes, communistes, écolos comme moi, enfin voilà, tout le monde est là, et on s'est dit ça peut pas durer. Il y a eu l'histoire l'été dernier des contrats aidés qui ont été supprimés, qui ont touché un certain nombre de villes, mais bon, pas nous, et qui ont touché d'abord le milieu associatif. Et le milieu associatif se dit mais comment on va gérer? Dans les clubs, partout, il y a tous ces contrats aidés qui aujourd'hui font que ça tourne et que ça crée le lien social. Certains maires racontent que, par exemple, pour accompagner les jeunes pendant les vacances, du jour au lendemain, ils ont dû dire à un certain nombre de jeunes, non, cette année... C'est fini. C'est fini. Donc, il y a eu ce lien qui s'est fait entre ces élus, ces associations. Des associations comme qui sont dans différents domaines. La FEF dans l'éducation, la PES dans le sport, tout un tas de structures. Et on s'est mis finalement en tas
avec évidemment, il y avait derrière l'idée un peu, je ne parlerai pas de figure tutélaire, mais le poids de Borloo, l'idée que Borloo, ce qui était important, c'est l'idée qu'on peut faire quelque chose. Parce que Jean-Louis Borloo, la je précise les choses, effectivement, Jean-Louis Borloo doit remettre d'ici 15 jours un plan, justement. Donc on a fait les états généraux, on s'est retrouvé une première fois à Grigny, on a fait un appel, puis un genre, jusqu'à présent, un mini tour de France sur des thématiques où en fait, à chacune de ces étapes, se sont retrouvés des maires, des associatifs, des gens de la vraie vie pour croiser sur les questions de l'emploi, de la formation des jeunes, questions du sport comme à Sevran, et d'autres sujets ont été abordés comme ça un peu partout en France. Et donc on est arrivé à quelque chose. Donc vous êtes là, vous arrivez avec vos propositions, vos espoirs, ensuite, tout le monde bosse. Et là, avec quoi, le gouvernement, après Macron qui nomme donc Borloo à la fin de l'année dernière et qui a un discours que je trouve moyen, que tout le monde a trouvé bon, à Roubaix, pour dire un certain nombre de choses. Et donc, du coup, on travaille avec le gouvernement et des groupes de travail qui se montent. Et ce qui s'est passé l'autre jour, le 15 mars... Et donc, vous attendez ce jour-là, vous êtes là, vous avez tous bossé, c'est le groupe... Et attention, il n'y a pas que des maires, il y a les gens des associations qui ont travaillé aussi dans ces groupes de travail. Et tout le monde vient, et les comptes rendus des groupes de travail, il y avait 6 ou 7 groupes de travail, et puis moi, il y en a eu 7. Moi, j'étais copilote du sport, du groupe sur le sport. On a interrogé beaucoup de gens. J'ai participé à 4 ou 5 sur les 7. J'ai pas pu assister à tous. Mais on a passé des journées entières. Hein. Enfin, voilà. Et donc, on a le résultat qui est un truc. Déjà, il arrive avec 1 heure de retard. Effectivement, il dit rien au début. Borloo, un peu bougon, dit rien non plus. Donc c'est la personne administrative qui parle. Et il y a le compte-rendu des groupes de travail. Et ces comptes-rendus sont faits par des gens de l'administration. Et en fait, y compris les associatifs, mais on n'a pas dit ça dans les groupes de travail. Donc des comptes-rendus qui étaient à côté de la plaque. Comme si les comptes-rendus avaient été faits même à la rigueur avant que le groupe de travail se réunisse. Vous avez eu le sentiment d'être inutile, d'être la portion congrue? Oui, alors moi, un peu, en plus, bon, vous savez, moi j'ai un peu, des fois on m'a dit que j'avais une grande gueule, entre guillemets, mais voilà, les choses se sont dites pendant cette réunion. Moi, je me suis exprimé assez longuement, j'étais certainement un peu caricatural, et c'est là que le fameux chien de Mézard a aboyé quand j'intervenais, donc ça donnait une situation incroyable, quoi. Comme si on vous écoutait vraiment pas, quoi. Vous êtes quand même, on est à l'hôtel de Castries, qui est un des plus bels hôtels. En plus, ce qui est très drôle, c'est là qu'on a négocié à l'époque le métro du Grand Paris avec Christian Blanc, puisque c'était dans la même salle, je me souviens, où on a acté les choses, et on a ça avec 50, 70 personnes, assez ébahis. Alors moi qui connais ça depuis 17 ans, c'est un peu... Et puis on arrive là, et franchement, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Ouais, donc, le ministre qui est en retard, son chien qui aboie. Le vrai problème, c'est l'absence du politique. Le vrai problème, c'est pas tant... Le chien, c'est j'allais dire, c'est... Non, c'est la manifestation de ce que vous... Mais le vrai problème, c'est le politique. C'est-à-dire que le ministre n'a rien dit dans cette réunion. Il a laissé faire la technostructure. Pour moi, la bureaucratie, quand je dis dans le monde un peu violemment, mais pour imager, c'est la stagnation brejnevienne, tout ça. C'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien, c'est l'immobilisme. Et on ressort, c'est des gens qui sont là, qui ont fait la politique de la ville depuis 30 ans, c'est toujours ça. Et puis, il n'y a rien qui bouge. Et l'absence de la parole politique. Parce que, madame, juste un mot. Pour vous dire, on avait une réunion un mois avant, dans le même lieu, et là, Denormandie était là. Et la réunion n'était pas partie en vrille totalement, parce qu'il avait apporté une parole politique. Là, il n'y avait plus de parole politique. Donc c'est parti en vrille. Et moi j'ai ressenti cette réunion, évidemment tout ça a fini mal finir, bon voilà, ça s'est plutôt bien fini. En fait, vous avez fini par démissionner, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais je me suis mis en colère à la fin. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pensais être le seul à avoir vécu ça comme ça. Et en fait, ceux qui sortaient, il y avait Philippe Roux, il y avait différents maires, tout le monde était à plat et les gens des assos, ils se disent mais où on est, quoi. Découragement, et il y a même cette idée d'une sorte de burn-out des élus locaux, quoi. Beaucoup m'ont dit, alors c'est vrai que moi je me suis pas rendu compte que la situation était telle chez mes collègues, mais on se rend compte, y compris j'ai énormément de liens, de soutien, de maires, de villes moyennes, de moins de 10 000, où la situation est également extrêmement dure. Et ce qu'il faut savoir, vous avez dit, les maires, on leur demande de plus en plus, mais aussi il y a la situation des dotations qui ont extrêmement baissé, de la responsabilité qui est de plus en plus forte, y compris parce que des règles, au fur et à mesure, on a de plus en plus de responsabilités quand on est maire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les maires de France sont dans une forte incertitude. Alors rentrons dans le concret de Sevran. Vous dites notamment... Je n'ai pas réussi à péter le ghetto. Voilà ce que vous dites. D'abord, le ghetto, c'est quoi et pourquoi ça bloque? Je dirais, voilà, moi, mon objectif, c'est de faire péter le ghetto. C'est-à-dire qu'on a tous des grands mots, voilà,
depuis 17 ans, je vois des ministres qui se succèdent et qui disent en gros c'est quoi faire péter le ghetto? Eh ben, c'est par exemple faire en sorte qu'on ait des populations qui soient, on soit vraiment dans une forme où tout le monde a le droit d'habiter dans ces lieux, tout le monde doit habiter dans ces lieux. Ça veut dire qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit riche, pas riche, etc. Qu'on ait le mélange et qu'on n'ait pas qu'une forme de population, qu'un type de... qu'en gros, qu'on mette pas les pauvres avec les pauvres. Faut qu'on arrête ça. Voilà, on est dans des populations... Aujourd'hui, Sevran, vous l'avez dit, il y a 25% de la population à moins de 14 ans. Donc c'est un dynamisme fort. Sevran, c'est alors 50... Vous voyez, même la Seine-Saint-Denis, il y a 50 466 habitants officiellement par l'INSEE. Et la Caisse d'assurance maladie note qu'il y a 52 400 assurés. Donc on a cette ville arrière aussi qui n'est pas connue. Voilà, donc on a toujours ces problèmes statistiques, mais qui sont importants pour nous, parce que aussi, les statistiques, c'est les dotations derrière. Donc on ne sait pas réellement, en Seine-Saint-Denis, qu'on estime qu'il y a 4 à 8% de la population en ville arrière qui est dans aucune statistique. C'est quoi une ville arrière? C'est une ville où les gens ne sont pas dans les statistiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'existent pas officiellement, mais qui sont répertoriés à des moments. Donc il faut... Ils viennent d'où? Ils sont arrivés comment? C'est la vie qui fait ça, c'est le turnover. Il y a des gens qui sont primo-arrivants, mais pas seulement. Il y a un peu de différentes choses. Concrètement, vous dites, je n'ai pas réussi à péter le ghetto. Qu'est-ce qui bloque? On est en train de le faire. Ce que je dis aussi, par exemple, on est en train de réussir à faire ça. Et ce que je dis, c'est que l'État ne nous soutient pas. Parce que là-dedans, c'est pas de l'argent, hein, mais juste un exemple très concret. On a un nouveau quartier, Westinghouse, qui est en train de se construire, qui est un quartier sur une ancienne usine polluée. Parce que ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que nous, on a des contraintes très fortes. Nous, on a subi aussi, on est dans le post-industriel. Voilà. Et donc, on a souvent des anciennes usines qui ont fermé il y a 10, 20, 30 ans et qui sont totalement polluées. Donc, en plus, on a à gérer ces questions-là. Donc, on a un nouveau quartier qui sort de terre, qui a été un sujet très compliqué parce que le terrain était pollué, il a fallu dépolluer, donc trouver les moyens par les investisseurs de dépolluer. Et là, ça fait par exemple 8 mois que je me bats, madame, pour essayer d'avoir l'autorisation de faire une seconde résidence. Vous allez parler de la question notamment de l'urbanisme, des transports, de la sécurité dans un instant avec Henri Vernet. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir avec vous. Ghetto, madame. Parce que c'est ça, justement. Bien sûr. Arriver à voir, par exemple, je me bats pour qu'on n'ait pas seulement du logement social de base, qu'on ait du logement social élevé, qu'on ait du logement intermédiaire. Les gens avant voulaient pas venir à Sevran pour construire du logement intermédiaire, etc. Aujourd'hui, ils le veulent. Aujourd'hui, on a des gens, des promoteurs qui viennent pour vendre du logement. Et puis ensuite, donc vous dites que ça commence à bouger, mais il faut qu'on soit aidé. Et je voudrais quand même, avant de passer la parole à Henri Vernet et qu'on prolonge cette question-là, revenir aussi sur ce qui s'est passé cette semaine autour de la mort de Mireille Knoll. Certains ont estimé, il y a eu donc cette marche contre l'antisémitisme, et puis la réflexion sur la question du lien entre antisémitisme et quartier, banlieue. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Malek Bouti, notamment sur cette réalité, mais aussi sur votre démarche. Je veux dire, si on veut éradiquer l'antisémitisme en France, il faut le faire à la manière dont, je dirais, les Américains et les Alliés ont dénazifié l'Allemagne. Combattre l'antisémitisme, c'est pas ouvrir un débat pour savoir qui a raison, qui a tort. C'est dès le plus jeune âge, éduquer et contrer, je dirais, cette propagande qui passe à travers les quartiers, à travers les familles. Il y a quelques élus qui tirent le constat. Je lisais dernièrement l'interview du maire de Sevran qui a jeté l'éponge. Gatignon, on l'a eu en direct hier. Oui, qui est venu chez vous. Il en parle de ces sujets-là. Mais quand un gars comme lui jette l'éponge, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'est-ce que font les autres? Ben, ils ferment les yeux, on passe des petits accords, on s'arrange, on oublie. Il y a un grand problème. Est-ce que vous partagez le constat de Malek Bouti? Pas totalement. Je pense que déjà l'antisémitisme, il y a un vieux fond quand même, y compris dans notre société en France, qui existe l'antisémitisme. Voilà. Et ça, c'est historique. Et ça, faut pas l'oublier, quoi. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut combattre l'antisémitisme, notamment chez nous, mais pas seulement partout, en étant sur une société ouverte. Moi, par exemple, juste un exemple, à Sevran, moi, j'ai un lien avec toutes les communautés, effectivement. J'essaye de mettre au maximum tout le monde autour de la table pour qu'on arrive à vivre tous ensemble. Et par exemple, avec la communauté juive, avec le nouveau rabbin, on a réussi à créer de nouveaux liens forts pour aussi ouvrir la communauté sur la ville. Par exemple, on allume publiquement les lumières d'Hanouka, juste en face d'ailleurs du fameux PMU qui a aussi un moment défrayé la chronique. Le fameux PMU, je m'arrête juste un instant puisque vous l'évoquez pour qu'on sache de quoi il s'agit, qui avait effectivement défrayé la chronique puisque France 2 avait consacré un reportage à ce bar PMU disant que les femmes n'y avaient pas droit, n'avaient pas leur place. Ce qui n'était pas le cas. Mais bon, je reviens pas là-dessus, mais n'empêche que sur la place publique aujourd'hui, on allume avec les différentes communautés, la communauté juive, les lumières d'Hanouka. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'arriver à créer
dans nos villes, dans nos territoires, que ce soit dans les zones urbaines et les zones rurales aussi, de ce lien et cette discussion entre les différentes religions. Et je rappelle aussi, on oublie souvent, un des problèmes qu'on va avoir, notamment dans nos territoires, avec le fait religieux, qui est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est aussi la question sectaire, qui est souvent abandonnée. Mais aujourd'hui, on a des sectes extrêmement puissantes qui sont sur nos Quand terres. vous avez, la semaine dernière, sur ce même fauteuil, Manuel Valls proposait d'interdire le salafisme. Est-ce que vous vous dites ça, c'est une solution ou pas? savez, Vous avez été vous-même confronté à une mosquée radicalisée absolument. que vous avez dû fermer. Et d'ailleurs, j'en parle dans Le Monde de façon extrêmement Tout à fait, claire. que vous avez dû fermer et là aussi, vous êtes l'abandon heurté de l'État. à un certain nombre de blocages, y compris de l'État. Et aussi, là, à la fin, l'abandon de l'État. Vous dites, moi, j'ai alerté et la préfecture n'a pas suivi. Non, c'est pas tout à fait ça. On a fait le boulot. Moi, j'ai fait le boulot. J'ai alerté parce que d'abord, c'est les musulmans qui sont venus me voir et les gens de la mosquée où on disait, attention, c'est des apostats. Les gens de la mosquée qui s'appelait la mosquée Daesh à Sevran disaient, c'est la mosquée la traditionnelle, enfin, c'est des apostats, ils discutent avec la puissance publique, etc. Moi, j'ai fait le boulot, j'ai vu à l'époque les services préfectoraux, la police, etc. On m'a dit, il faut laisser ouvert pour avoir de l'information et tout. On était aux périodes creuses, au niveau de l'information sur tous ces sujets au niveau français. Et à la fin, ce que j'ai pas du tout apprécié, là, pour moi, ça a été un lâchage de la part de l'État, c'est le préfet à la fin, quand il y a toute cette affaire, qui dit, nous, on n'a jamais discuté de ça avec le maire. Ce qui était absolument faux. Et donc, à un moment, quand vous êtes en première ligne... Vous dites lâchage, mais est-ce que c'est pas une forme de lâcheté de la part de l'État face à ces questions-là? Je sais pas. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que moi, j'ai combattu la question des trafics avec un ancien grand préfet, et je tiens à le dire, c'est le préfet Lambert, qui a été très présent. On a travaillé sur la question des trafics de stupéfiants de façon extrêmement efficace. Et quand vous n'avez plus la confiance, vous ne pouvez plus avancer. Vous dites, tout est lié. On va justement, avec Henri Vernet, évoquer la question de l'urbanisme, des transports, de la sécurité. Bonjour Henri. Bonjour Apolline, bonjour Stéphane Gatignon. Bonjour, je vous propose, messieurs. pour entamer ce chapitre-là, d'écouter ce que disait Emmanuel Macron à la Cité, c'est ce fameux discours sur les banlieues à Roubaix. Écoutons-le. L'idée que je me suis toujours fait des quartiers les plus en difficulté, de celles et ceux qui habitent les villes les plus pauvres, les plus blessés, les plus meurtris de notre territoire, c'est que ce sont des enfants de la République. C'est qu'ils ont droit à la même réussite que les autres. C'est qu'ils ne me demandent pas d'ailleurs de l'aide, des subventions, des contrats de seconde zone, des dispositifs spécifiques. Ils veulent qu'on leur apporte la possibilité d'accéder à la même chose que les autres. Les habitants des quartiers, ils ne veulent pas d'argent public. Ils veulent le plein accès à la République. Alors, pas d'argent public. On va aborder les différents aspects. Cependant, il y en a eu, votre ville, Sevran. Est-ce que réellement elle est abandonnée alors qu'on voit que dans le projet du Grand Paris, eh bien, il y aura 2 gares. Chez vous, on sait à quel point c'est important, le désenclavement, si je puis dire, d'avoir des gares de connexion avec Paris. Il y a des grands projets de rénovation urbaine. 3 quartiers sont concernés. Bref, est-ce qu'on peut réellement dire que l'État vous a abandonné? Je dirais que c'est très compliqué. J'entends le discours, je dis oui et alors. Voilà, ça veut dire. Pourquoi, alors concrètement, alors ça veut dire quoi? Concrètement, ce que je viens de dire. Par exemple, mais des concrètement, projets. par rapport à ce qu'il dit, ça veut dire quoi? 2, il faut pas tout mélanger. On dit l'État donne beaucoup aux banlieues. Il y a différentes choses. parlé de plusieurs Pour nous, maires, dizaines de milliards. il y a la question des dotations. Aujourd'hui, très concrètement, même si, moi, par exemple, j'ai 25% de budget en moins qu'une autre ville, c'est vrai que petit à petit, les dotations, contrairement à d'autres villes, n'ont pas forcément baissé, mais elles sont restées stagnantes. On n'a pas eu de choses qui évoluaient. Et en même temps, on a, comme je disais, 25% de la population qui a moins de 14 ans. Ça veut dire qu'on a des responsabilités sur les écoles, plus fortes qu'ailleurs. Sur la petite enfance, on n'a pas de crèche parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir suffisamment de crèches, même si on a travaillé là-dessus, on est encore loin. Il y a tout un tas de politiques publiques qui doivent être menées dans ces territoires de cette façon-là et ciblées. On dit souvent ça coûte cher. Je remarque une chose, l'éducation nationale, la police, en général, c'est 20%, ça coûte 20% moins cher que dans d'autres zones, simplement parce que dans le système français, la fonction publique, les enseignants, les policiers, en général, ceux qui viennent dans nos territoires, c'est ceux qui ont le moins de points et qui coûtent le moins cher. Alors que dans nos territoires, par exemple, un truc simple, faudrait qu'on ait des policiers qui soient formés et qui soient un peu... qui aient de la... C'est Vous avez inversement même comme des professionnel. Il faut c'est inversement. inverser complètement. Et vous proposez même de logique-là. mieux les payer, Et les puis, policiers qui viendraient chez vous, puisqu'on en de parle. mieux les payer. Alors Il ça, faut qu'ils vous êtes aient des entendu primes. là-dessus? Comme les Ouais. enseignants, il faut qu'ils aient des primes parce que oui, c'est plus dur chez nous. Est-ce que vous êtes Mais aujourd'hui, entendu comment là-dessus? C'est très accepter, concret, monsieur ça. Regardez, moi j'ai été élu maire en 2001, il y avait 113 effectifs de police à Sevran. Aujourd'hui, il y en a 80.
Voilà. Aujourd'hui, vous prenez Donc il y a non seulement Aulnay-sous-Bois, augmentation de délinquance et en revanche une baisse des effectifs. C'est ça que vous dites. Aulnay-sous-Bois, il y a 80 policiers. Non, Sevran seulement. Non, Aulnay-sous-Bois, heureusement. Mais une seule voiture de la BAC, dites-vous, pour faire des... Après 11h, c'est une voiture de la BAC. Attendez, Aulnay-sous-Bois, Sevran. Enfin, c'est 130 000 habitants la nuit de la BAC qui circule. C'est pas possible. C'est pas là qu'on a mis forcément les moyens. Alors, et la police du Grand Paris, qui a fait une bonne chose, a inspiré beaucoup de policiers aussi sur Paris. Alors, avec les histoires du terrorisme et tout, évidemment. Mais c'est une vraie question qu'il faut reposer aujourd'hui. Voilà. Donc je dis, il y a eu de l'argent effectivement en banlieue, mais pas autant, et mettons les chiffres. Comme on dit, il y a 500 millions d'euros chaque année, 560 millions d'euros dans la politique de la ville. Mais il faut dire les chiffres, il y a seulement 260 millions d'euros qui redescendent en bas, c'est-à-dire dans les associations, les collectivités locales, pour aider à la politique de la ville. Le reste, les 250 millions, vont au CGET pour payer les fonctionnaires. CGET, c'est-à-dire C'est le commissariat général en France qui suit toute la politique de la ville. Excusez-moi, j'ai pas... C'est-à-dire que c'est un peu loin ça du terrain. Vous voulez dire que ça va dans cette structure d'État pour financer des études, etc., et financer le personnel. Donc, il faut parler des choses, mais tout est complexe, il faut bien décrire les choses. Après, oui, mais ça a été des combats, comme je disais tout à l'heure, avec Christian Blanc. Heureusement qu'on a eu aussi des ministres qui ont eu pas une empathie, mais qui ont une vision aussi de nos territoires. La banlieue, c'est l'avenir, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut aussi aller dans ces territoires. Donc, Christian Blanc a eu un travail énorme qui a été fait, et la question du métro s'est faite, et grâce à lui, et on a négocié d'ailleurs dans la même salle où il y a eu que l'autre jour avec la réunion qu'on a eue, ces questions. Moi, à Sevran, vous savez, au début, le métro, il passait pas à Sevran. On s'est battu pour qu'il passe à Sevran. Il était aérien. Ensuite, on a eu une première gare. Et Sevran-Bodotte, la deuxième gare, c'est la dernière gare optionnelle. Bien sûr que ça change tout. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est sur des projets de développement. Je parlais du quartier Westinghouse qui est en train de sortir de terre. Et quand je dis à l'État, aidez-nous, arrêtez de mettre des freins, arrêtez d'empêcher, arrêtez d'avoir... Là, en l'occurrence, il le fait. Regardez les réactions qu'on a de préfets ou de gens des services qui disent, mais attendez, monsieur le maire, vous voulez plus de social ? Mais pourquoi il faut que vous fassiez que du logement? Alors justement, je dis non, comment on vous fait allez du faire social, voilà. mais aussi on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de mixer les populations. Alors comment vous on faites des ça, jeunes, des vieux, etc. Comment faites-vous pour mixer? Est-ce que ça veut dire que chez vous, il faut une politique différente? Un quartier comme Westing, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que dans ce quartier, il n'y a pas qu'un seul type de logement. Oui, il y a du logement social, mais il y a du logement, il y a du PLS aussi qui est le dessus. Il y a du logement intermédiaire, parce que ça correspond aussi au cadre. Mais est-ce que les gens viennent? Oui, les gens vont venir. Attendez, derrière, c'est des investisseurs. Le mec qui met de l'argent là, il met pas ça parce que... Donc c'est des initiatives privées, finalement, qui prennent le relais. Essentiellement privées. Bien sûr. Et là, on est un peu comme dit Malek Bouti. Je pense qu'il faut s'inspirer aussi de ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, ce qui se fait à l'ouest de l'Europe. Il faut qu'on partage et qu'on fasse venir des investisseurs dans nos territoires. Il y a tout un tas de gens, y compris par la contrainte, c'est ça, y compris par le gouvernement d'aller... La contrainte, vous amenez, des choses qui bougent. Aujourd'hui, les investisseurs regardent les choses autrement. On est dans des territoires, voilà, il y a de la population jeune qui est plutôt... Vous savez, la banlieue, c'est quoi? Jeune, cosmopolite. Il faut accepter aussi un moment le cosmopolitisme. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et ça, c'est une richesse, vous dites. Ça, c'est une richesse. Et c'est cette richesse qui va nous faire avancer. Et derrière, économiquement, c'est du dynamisme économique. C'est aussi une population, globalement, et des gens qui sont sur le point, qui sont plutôt libéraux. Voilà, faut pas oublier ça aussi. Donc on est sur cette vision des choses. Et on mixe, et les investisseurs ils viennent, mais ils viennent pas pour faire que du logement social de base. Alors justement, certains de vos collègues... mixe les choses. Donc on fait de la copropriété, on fait du logement intermédiaire, parce que ça permet à des gens, par exemple, qui travaillent sur Roissy, de venir travailler. On essaye de trouver des solutions pour avoir des résidences pour personnes âgées. Je me suis battu, moi, à l'époque, quand il y a eu le projet de loi sur le vieillissement, pour faire bouger et qu'on ait un amendement d'une ligne qui permette aujourd'hui en France de faire des résidences personnes âgées avec l'accord de l'État. Ça, c'était important. Par exemple, on en fait une, nous, directement, dans ce quartier-là. Résidence étudiante. Et c'est pour ça qu'il y a un moment, c'est plus possible. Quand on me bloque une deuxième résidence étudiante et qu'on me dit, mais monsieur Gatignon, il n'y a pas d'étudiants dans votre territoire. Dans la deuxième couronne, sur 500 000 habitants chez nous, on va en avoir une, la première du truc, et ça serait la deuxième, faut arrêter. Et les étudiants, alors ceux qui les apprentis, etc. D'accord. Justement, qu'est-ce que vous attendez du plan Borloo, enfin du rapport Borloo, qui va être présenté avec un jour, qui a été évoqué? Est-ce que vous attendez qu'il donne une forte impulsion politique, qu'il relance un petit peu cette machine? Déjà, le rapport Borloo, je pense qu'il faut qu'il soit, je vais dire un mot, mais puissant. Ça veut dire qu'il bouge les lignes.
comme puissance, il l'avait fait il y a avec des 15 choses ans. qu'on n'a jamais entendues, Ça veut par dire exemple, ça pourrait des être quoi? choses qu'on n'a pas entendues, Comme quoi à la fois dans le discours. Il y a la question, évidemment, pour Borloo, qui va être aussi concrète, la question de la rénovation urbaine. Comment on relance? Aujourd'hui, l'ANRU est plombé. Faut être clair. L'ANRU est plombé. Soit on refait autre chose, mais il faut trouver d'autres il faut choses. de l'argent, il faut de volonté. Il faut remettre sur la table. 2, il faut travailler comment on fait sur les questions notamment des technologies. Comment est-ce que... Moi, je vois, on a monté la microfolie à Sevran. C'est un truc quoi, ça? super. C'est un objet qui est en plein quartier des Baudottes, monté avec la Villette. Et donc, on a à la fois un lieu de nouvelles technologies très fort, avec un musée, on a des accords avec 9 musées nationaux. On a donc un musée virtuel, un Fab Lab, où donc des jeunes, mais moins jeunes, viennent travailler, faire leurs trucs, etc., ancrés sur les nouvelles technologies. Et on essaye d'avancer dans ce cœur-là. Ce qui a changé fondamentalement chez nous, c'est la question des iPads, des téléphones, de tout ça. Aujourd'hui, les jeunes dans les banlieues. Moi, je viens d'une cité, je viens de la Zoule d'Argenteuil. Quand j'étais môme, on avait, au début, c'était notre bar. Moi, j'étais dans une tour, il y avait 2 bars autour. Notre limite géographique, c'était ça. Après, c'était le quartier. Aujourd'hui, les mecs, c'est quoi? C'est le monde entier. Donc aujourd'hui, il faut s'ancrer là-dessus pour travailler. Ensuite, il y a la question, évidemment, de l'emploi. Et alors ça, vous en direz un mot avec Emmanuel Le Chypre, notamment. Juste, vous avez dit qu'il faut qu'il c'est soit important, et sur la formation, évidemment. Et redonner confiance. Alors voilà, vous avez dit qu'il faut qu'il soit puissant, ce rapport. Politiquement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que derrière, il y ait un engagement important du président du gouvernement? Il faut une feuille de route claire derrière. Il faut que le président dise, voilà, c'est mon ambition, parce que l'avenir de la France, la société ouverte qu'on veut construire en Europe et dans le monde, elle passe par la banlieue. Parce que les mecs qui sont là, qui soient chefs d'entreprise, qui aujourd'hui, y compris soient chômeurs, qui veulent se former, le monde de la culture, le monde du sport, etc. Tout ça doit se mêler parce que c'est l'activité économique et c'est ce qui va nous booster vers le haut. Et donc ça doit s'ouvrir. Ce que j'attends du président, c'est la reconnaissance. C'est de dire c'est là que ça se passe et on y va. Et donc il faut qu'il donne... Voilà, il faut que tout le monde joue le jeu avec le rapport Borloo. Et par exemple, est-ce que par exemple Borloo devrait entrer au gouvernement? On l'a assez remarqué, il n'y a pas de ministre de la Ville dans ce gouvernement. Ça fait partie peut-être aussi des symboles négatifs. Mais il faut un moment des incarnations. Aujourd'hui, l'incarnation est catastrophique. Je suis d'accord. Alors qu'est-ce que préconiseriez? Ce serait une bonne idée. Des gens nouveaux. Après Borloo, excusez-moi. Voilà. Et vous alors, pourquoi pas? Moi déjà, si on vous le proposait être ministre de la Ville demain. Ça dépend pourquoi faire. S'ils acceptent le rapport Borloo et qu'ils lancent un truc énorme et que vous soyez le maître d'œuvre. Là, dans ces cas-là, vous serez preneur. Pas preneur, ça se discute. Mais franchement, aujourd'hui, pour aller au bout des questions, je vais être clair avec vous. Moi, aujourd'hui, j'aspire à beaucoup de calme. Je fais un peu, vous savez, c'est comme les artistes, c'est un peu. Oui, non, mais là, c'est la dernière tournée. La dernière tournée, je viens un peu. Enfin, la dernière tournée, c'est ce que c'est. En général, il y en a plusieurs derrière. Non, mais s'il y a des choses, aider, mais plus devant. Pas forcément devant de la scène, vraiment, pour aider. Mais de toute façon, je serai dans le milieu. Pour aider, oui, vous le disiez là. Dernière question justement là-dessus, pour aller au bout de ce que vous dit Henri Vernet à l'instant. Est-ce que depuis une semaine où vous criez partout les difficultés, les échecs, le mépris et où vous avez démissionné, est-ce que Emmanuel Macron vous a contacté? Non. Non. Est-ce que Jacques Mézard, après vos récits, vous a dit « je suis désolé, j'avais pas réalisé » Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a eu une réaction de l'Élysée? Est-ce qu'il y a eu une réaction du ministère? Non, le seul contact que j'ai eu, j'ai envoyé, et d'ailleurs vos confrères l'ont déjà dit, j'ai envoyé un SMS à Julien de Normandie mardi matin pour l'informer de ma décision. Il a répondu via vos confrères et il m'a renvoyé le lendemain un SMS en disant que tu es prêt à m'entendre. Je dois lui renvoyer un SMS pour lui proposer de rencontrer cette semaine. Point, et c'est tout. Par contre, je sais que des gens autour de moi ont été effectivement contactés par tout un tas de gens, me demandent d'être plus gentil avec tout le monde. Et puis beaucoup de maires aussi aujourd'hui. De vous calmer, quoi. On vous demande un petit peu de mettre la sourdine, non, quoi. Parce que ça, ils savent qu'ils y arrivent. Ils ont compris que c'était foutu. Mais non, simplement, ce qui est important. Mais moi, je me rendais pas compte en fait que j'allais ouvrir le couvercle du truc qui est en ébullition. Moi, j'avais pas prévu de venir vous voir aujourd'hui. Je vous le dis aussi franchement et tranquillement. Mais nous-mêmes, c'est aussi la réalité de votre cri d'alarme cette semaine qui nous a fait prendre conscience de tout ça. La situation, il faut la prendre en compte. Et ce qui est prise de conscience. Tout un tas de maires et tout un tas d'élus locaux et aussi d'associatifs qui montent au créneau. Merci beaucoup Henri Vernet. Stéphane Gatignon, vous parliez à l'instant de la question aussi des investisseurs que vous appeliez à venir dans les quartiers. Vous dites ça commence à bouger. On y revient dans un instant avec Emmanuel Le Chypre.
Et on poursuit ce BFM politique avec vous, Stéphane Gatignon, maire démissionnaire de Sevran, qui proteste notamment contre l'insuffisance des politiques publiques. Et on va parler des investissements dans tous ces quartiers avec vous, Emmanuel Le Chypre. Justement, Stéphane Gatignon, je vous avouerai que j'ai toujours pas compris en fait par quel bout il fallait prendre le problème. Quand Henri Vernet vous pose la question des moyens financiers, on dit, c'est l'impression qu'ont les Français qu'on a dépensé beaucoup pour les banlieues, depuis 77, 50 milliards sur 10 ans. On se dit, quand on lit tous vos confrères maires, qu'ils nous disent on a de moins en moins de moyens humains, de moins en moins de moyens financiers. Tout à l'heure, vous dites tout est complexe. Et vous dites non, c'est peut-être pas tellement une question de moyens financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur les moyens financiers ou pas ? Et combien vous voudriez en fait ? Il y a deux sujets sur les moyens financiers. Il y a un premier sujet pour que les villes puissent continuer de tourner, quoi. C'est-à-dire continuer d'avoir des villes comme Sevran à 25% de budget en moins qu'une ville de même strate, c'est pas normal. Donc à un moment, il faut rééquilibrer tout ça par de la péréquation, revenir. Nous, les budgets serrés, on a l'habitude de les faire, on a moins de personnel, on a moins de frais, etc. Mais ça, c'est un vrai problème. Avec un contrôle de l'État, sans aucun souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est un premier point sur la question des élus, des maires, renforcer aussi leurs sentiments dans la gestion courante. À côté, il y a la question, la politique de rénovation urbaine a apporté beaucoup de choses, par exemple. Ça, c'est des moyens financiers de la part mais pas seulement de l'État, parce que la politique, ça a beaucoup porté financièrement sur les bailleurs sociaux, sur tout un tas d'intervenants autres que l'État. La politique de rénovation urbaine, ce que je disais tout à l'heure, il faut remettre tout ça à plat, rediscuter, revoir autrement comment on fait. Et là, il y a des moyens. Ensuite, quand on dit l'État déverse, j'ai 2-3 exemples tout à l'heure. L'école coûte moins cher, la politique, ne serait-ce que parce que les gens sont moins payés. Et puis en plus, l'école, vous dites l'école coûte moins cher, mais dans vos villes, en général, vous avez, par rapport à la population de ménages, vous avez 2 fois plus d'enfants que les villes. J'ai dit tout à l'heure, quand vous avez 25% de la population qui a 14 ans, pour les communes, c'est un truc de fou. Il y a des collègues d'autres chaînes qui sont venus faire des reportages, ils disent, putain, il y a des écoles partout chez vous. Mais c'est un peu vrai, et c'est ça qui crée le dynamisme. Sauf que ça, par exemple, l'école primaire, c'est la collectivité locale de base, la commune, qui porte ça. Donc vous voyez, c'est toutes ces... Mais là, c'est pour ça que je dis, on a besoin d'une autre relation avec l'État. Bon, alors justement, est-ce que le problème, c'est pas que finalement, on ne sait plus vraiment qui fait quoi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous voyez d'abord tous les statuts différents, successifs, qui ont été adoptés pour les quartiers, vous avez des enchevêtrements de zones prioritaires qui ont des statuts différents, vous avez plusieurs ministères, l'éducation, le travail, la jeunesse, la culture, vous avez les collectivités territoriales, les associations, les organismes publics, les entreprises. L'idéal, voilà, vous avez raison, il faut essayer de simplifier tout ça, mais ça c'est compliqué. On voit bien aujourd'hui la question du Grand Paris, et notamment de la métropole parisienne, personne n'arrive à trancher comment on crée cette nouvelle structure institutionnelle qui pour moi est absolument nécessaire, et comment on fait un truc démocratique et clair. Aujourd'hui, le président prend aucune décision, il devait prendre une décision en novembre dernier. On est début avril. Donc vous voyez, les choses ont du mal à avancer. Ça, c'est en France. Et c'est vrai que tout ça, ça bloque. Parce qu'en même temps, tout le monde, derrière, ça renforce quoi ? La bureaucratie. Parce qu'en fait, ce qui dirige, ce sont les services de l'État qui sont, pour beaucoup, je trouve, et je le dis tranquillement, extrêmement bureaucratisés. Et c'est eux qui mènent leur petite politique. On sait que dans le rapport Borloo, le constat sera un constat qui n'aura jamais été fait. Non, il va dire des choses au-delà du constat. Non, mais le rapport Borloo, il va déjà dire des choses incroyables. Mais non, il doit être au-delà du constat. En face, il va prendre des réalités en face qui n'ont jamais été dites. Est-ce que vous pensez que Jean-Louis Borloo, en gros, et c'est ça le sujet, est-ce que vous pensez que son rapport et sa force d'entraînement peuvent finalement battre, entre guillemets, Bercy ? Moi, j'en ai discuté... J'ai pas discuté avec les gens de l'État, mais avec quelqu'un avec qui je discute régulièrement, c'est Jean-Louis Borloo. Moi, je sais pas aujourd'hui ce qu'il a précisément dans le rapport. Il m'a parlé de plein de choses, et j'ai trouvé d'ailleurs, quand on en a parlé, que c'était qu'il avait, y compris depuis 8-9 mois, bougé sur la vision qu'il a de la banlieue et de ce que c'est, y compris sur les questions à la fois des jeunes, des nouvelles technologies, etc. Donc je pense que ça va être assez fort. Après, moi, quand je vois Borloo, je dis il faut que le rapport soit, ce que j'ai dit, puissant, il faut que ce soit fort, faut que ce soit... Et que le président de la République, qui est le taulier quand même, on le voit, c'est lui qui est le taulier, c'est lui qui dirige aujourd'hui la France, comme un taulier, comme un chef d'entreprise, etc. Et ben, il doit donner le cap. La décision, c'est lui qui va donner le cap. Emmanuel. Après, la question de Bercy est un autre problème. Et si on reparle derrière, moi, le soutien de l'État aussi, c'est comment on fait pour ensemble travailler à ce que des investisseurs viennent, et notamment des investisseurs privés. Alors il faut aussi rassurer Bercy en disant que oui, il y a des besoins, et il faut les identifier clairement par rapport aux collectivités, tout ça, mais il faut qu'on ait une autre vision, une vraie révolution culturelle dans l'administration française, dans la bureaucratie,
pour se dire, Et c'est ça on se met autour de la dur. table et on y va. Moi, j'ai un exemple. J'ai par exemple, là, on a dans l'invention de la métropole du Grand Paris, lauréat, un projet sur Sevran, qui est une restructuration de 40 hectares de la ville, avec au milieu des choses sur l'écologie, tout ça, et puis une vague de surf artificielle portée par la fédération de surf et d'autres fédérations. Voilà. Là, par exemple, très clairement, tout le monde est OK. De Normandie trouve que c'est super et que ça doit être un projet. Moi, je pense que c'est un projet du gouvernement sur la banlieue autrement. La préfecture de région, préfecture aussi. Mais est-ce que le blocage aujourd'hui qu'on a, c'est avec Grand Paris Aménagement. Mais justement. Qui... Est-ce que ce dont vous manquez le plus, c'est pas d'autonomie, de possibilité d'expérimenter? Non, je crois que ce qu'on manque le plus, c'est qu'on travaille ensemble en vrai partenariat. Voilà. Et qu'on soit sur des politiques longues et que l'État se dise oui, il faut que les investisseurs, donc il faut nous aider à rencontrer ces investisseurs, il faut nous aider à porter les projets, à développer ça. Juste un exemple, on développe, ça peut vous intéresser, on a gagné au niveau européen à Sevran un concours de la Commission européenne sur la question d'une nouvelle filière industrielle avec l'utilisation des terres du métro du Grand Paris pour travailler des matériaux en terre crue. Donc, nouvelle filière, 6 millions d'euros, ça coûte 5 millions financés par le Conseil de l'Europe. Donc il manque plus qu'un million. Commission européenne. Donc, non, mais ça, le million va se trouver avec d'autres investisseurs et tout. Là, par exemple, on voit qu'on peut réussir à monter des choses, y compris là-dessus, parce que derrière, c'est de l'emploi, c'est une nouvelle filière. On sait très bien le problème de ciment, avec le sable et tout, c'est compliqué. Donc, il faut trouver de nouveaux produits pour construire et tout ça. Et donc, on est totalement là-dessus. Donc il faut, par exemple, ces sujets-là. Aujourd'hui, on est allé à l'Europe et la Commission européenne soutient. Il faut que l'État soutienne et qu'on arrive tous à avancer dans le même sens. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser le chômage, hein? Vous avez des taux de chômage qui sont à peu près 2 fois plus élevés que le reste de la France. Moi, je pense que si je voyais Macron, je dirais fais du Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aide les plus riches quand même, on aide les grosses boîtes. Par exemple, les moins de 5 salariés, déchargeons massivement les TPE, les commerces, etc., de moins de 5 salariés. Dans les commerces, en banlieue et pas seulement, par exemple, les mecs font pas assez de chiffre d'affaires pour embaucher tous leurs salariés. Donc, beaucoup de gens travaillent au noir dans le commerce, dans les petites boîtes. Donc rendons tout ça légal et tout le monde revient dans le bon sens. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre. Merci Stéphane Gatignon. On sent bien, vous quittez Sevran, mais, non, je reste conseiller municipal. Mais vous restez conseiller municipal et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on sent quand même que cette passion du terrain continue à vous animer. Et finalement, on ne vous sent pas totalement pessimiste. Et j'imagine qu'on continuera à vous retrouver. L'info continue sur BFM TV et pour ma part, je vous retrouve à 18h pour Rien en même temps. À tout à l'heure.